Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors je suis très content d'être là avec deux deuxièmes lignes. On va démarrer avec Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo. Oui, salut les gars, ravi d'être là et vraiment content aussi d'avoir vu nos bleus faire mieux que bien. Exactement. Et en parlant de mieux que bien, il y a Charlie Bayer. Salut Charlie. Oh, putain, super intro, mon ticket, et c'est flatteur. Je suis ravi d'être là aussi. Je suis la deuxième partie de l'attelage. Très content d'avoir retrouvé ce tournoi, d'avoir retrouvé nos bleus à ce haut niveau. Très content de cette conclusion, ce beau tournoi 2020. Oui, voilà, donc une super semaine de rugby. On parle rapidement de d'autres choses avant d'entrer dans les matchs. Donc un peu les news de cette semaine côté rugby. Bah, il y avait Teddy Thomas qui était forfait pour des ischio-jambiers. Je sais même pas ce que c'est un ischio-jambier. Remplacé Les ischios, c'est le ischio. muscle qui est à l'arrière de la cuisse. Ah, ok, j'ai toujours cherché. En anglais, c'est un hamstring, j'aime mieux. Euh, donc, il était remplacé par Vincent. Et aussi, il y a Jalibert qui est accueilli dans l'équipe de France. Oui, il est même pas rentré d'ailleurs. Si on parlait rapidement de top 14, il y avait deux matchs forfaits à cause de Covid. Il y a aussi Bordeaux qui a démonté Agen 72-5. Et puis, le président du club a aussi démonté le staff. Il a viré le coach dès avant et aussi le manager par la suite. Et aussi, il y a Cast qui a battu Racing. Ouais, bonne opération de 4. Désolé pour toi, mon Théo. Mais pour revenir à Agen, c'est un peu dur, je trouve, pour le staff, pour le suite et tout, parce que, écoute, c'est un peu des travers qu'on avait il y a quelques années dans le top 14. En tant que supporter du Stade Français, on connaît bien. C'est de faire dégoupiller le staff sportif pour créer un électrochoc ou pour essayer d'aller trouver une nouvelle dynamique, ce qui est assez compréhensible parce que c'est toujours plus facile de virer les coachs que de changer l'équipe. Mais je trouve ça un peu violent, moi, surtout en ce moment où on sait que tout est très compliqué à mettre en place, les staffs sportifs ont pas mal d'adversités en plus des adversités normales en ce début de saison. Je trouve ça un peu violent, moi, cette attitude des dirigeants après un match. Il y a de l'adversité, Charlie, mais 72 points, ça fait beaucoup quand même. Non, mais 72 points, en fait, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quasiment un essai à chaque coup d'envoi. Enfin, donc, ça veut dire que tu as une démission de l'équipe ou une inexistence sur le terrain qui est quasiment pas là. Donc, en prendre 40, en prendre 50, ok. 70, mais je veux dire, à un moment, c'est comme dans une entreprise. Quand c'est la catastrophe, c'est le patron qui saute, quoi. Ça me choque pas. 70 points, une équipe professionnelle, etc. C'est vrai que même Giroud dans le foot disait l'entraîneur est un gibier qui se chasse pas à l'automne. Je suis d'accord avec ça, sauf dans certaines proportions. Et là, je trouve que sans doute ça a été trop loin. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est bien de changer, faire balle neuve, ça va aussi, quoi. Ouais, j'aime bien ton analyse. Si on parlait d'autres matchs, il y avait les All Blacks qui ont joué, donc ça fait plaisir. Ils voulaient nous montrer qu'en fait, c'est eux les meilleurs, pas juste contre le Covid, mais aussi, ils sont pas mauvais au rugby. 43-5 contre Australie. Ouais, Ils leur ouais. ont roulé dessus également. C'est vraiment impressionnant. J'ai vu les highlights, j'ai pas vu le match entier. Richie Mo'unga, l'ouvreur actuel, est un génie. Enfin, c'est un joueur exceptionnel. Il porte le match à lui tout seul. Presque. Enfin, après, les Blacks font ce qu'ils savent faire tout le temps, mais là, ils ont encore sorti une pépite, quoi. Le mec, c'est high level. Voilà. Bon, c'est un joueur qui a 25 ans. Il est déjà relativement mature, mais quand tu as un numéro 10 à ce niveau-là, forcément, c'est beaucoup plus facile. Oui, donc dans d'autres news, donc octobre c'était le mois plutôt rose, n'est-ce pas Théo? Bah oui, mobilisation contre le cancer du sein dans plein de fédés, et notamment les équipes de rugby qui se sont mobilisées. Puis c'était un peu rose aussi parce que c'était une des premières victoires du Stade Français de la saison, donc c'était bien. Oui, et ce mois-ci c'est le Movember, n'est-ce pas Charlie? Oui, absolument. November, donc qui fait suite à Octobre Rose, ça s'enchaîne bien. On est pile entre les deux. Et November, en fait, c'est un mouvement qui est fait pour sensibiliser sur les cancers masculins, en fait, cancer du côlon, entre autres, cancer des testicules. Et c'est le fait de se laisser des moustaches comme ça pour faire un petit gag, mais qui nous rappellerait régulièrement qu'il faut que se faire dépister, nous messieurs, comme les dames en fait en octobre. Exactement. Toi, il y a une grosse actu là sur la semaine qui vient aux US.
Oui, c'est vrai, c'est les élections. Je pense que vous avez entendu plein de choses pendant des mois et des mois, surtout ces derniers jours. Donc là, cet épisode, ça va sortir. On va tous se réveiller le mercredi matin et on va avoir les news de qui le président. Et bon, j'espère que le peuple américain, ils font le bon choix. C'est un pays qui est capable de nous étonner beaucoup. Et j'espère qu'on va être étonné, mais dans le bon sens. Rendez-vous mercredi matin. Rendez-vous mercredi, ouais. Ouais. C'est un pays qui a surtout fait flipper dernièrement. Ah oui, c'est Rendez-vous sûr, mercredi c'est sûr. matin. Mais en fait, aux États-Unis, on dit qu'il y a trois choses on peut pas parler, c'est religion, sex and politics. Donc, on repasse aux six nations, si ça vous va. Ça marche. Ouais, j'ai juste un petit clin d'œil sur Movember parce que pour la Coupe du Monde, on avait un joueur qui n'avait pas été pris dans le staff All Blacks qui était par contre dans l'équipe qui a écrasé l'Australie. Karl Tu'inukuafe, toujours d'origine tongienne, je crois. Un beau bébé d'1m82 et 135 kilos qui a aussi une très belle moustache. Donc, je le remettrai sur le Facebook parce que j'adore son look. Gloire à la moustache. Ouais, je pense qu'il y avait chez Pays de Galles et l'Écosse aussi. Oui, donc avant de passer aux six nations pour les garçons, donc rapidement pour les filles. Donc en fait, les Françaises étaient censées de jouer le match contre Irlande pour la deuxième place parce qu'en fait, l'Angleterre a déjà gagné même sans leur victoire contre l'Italie. Donc malheureusement, ce match était annulé à cause de Covid. Ouais, c'est un peu dommage. Les Françaises avaient accepté de faire le déplacement justement pour solutionner tout ça. Je pense que tout le monde s'était donné vraiment les moyens de faire ce match. C'est un peu dommage, mais enfin bon, la situation veut ça. On commence à s'y faire malheureusement. C'est sûrement pas le dernier match annulé à cause de ça. Comme tu dis, dommage, parce que si j'ai envie de mieux connaître cette équipe, surtout comme on espère d'avoir le Coupe du Monde en 2021, de Coupe du Monde féminine, donc ça peut être sympa. Pack de potes, terrain 10. Allez, on attaque les six nations. Premier match de la journée, c'était Pays de Galles contre l'Écosse. Donc déjà, c'était 7-6 à la mi-temps pour le Pays de Galles. Il y avait Finn Russell qui est sorti pour blessure, Hastings qui l'a remplacé, Patchell qui remplace Bigard qui était encore blessé. J'ai trouvé que Hogg Hastings, c'est un petit mélange intéressant. Je trouvais que le numéro 6, Hamish Watson de l'Écosse, en fait, il a un peu moustache et cheveux. Je pense, vous connaissez Hall & Oates, c'est un groupe des années 80. Ils ont fait de Man Eater. Vous connaissez ça ou pas? Malheureusement, non. Ça n'a pas dû traverser l'Atlantique. Ah ouais, c'est dommage. Va chercher Hall & Oates, Man Eater. Ah, c'est un grand plaisir. Moi, j'ai trouvé aussi que Blade Thompson, ça reste quand même pas mal comme nom de joueur de rugby. J'aime bien les Blades. Ouais, et Théo, je pense que tu serais content. Il y avait un Deprez qui forcément est du Sudaf. Évidemment, toujours un Sudaf dans une équipe. Donc finalement, ce match reste 7-6 pendant longtemps. Les fameuses 60 minutes arrivent. Alors les Écossais, ils sont plutôt en jambes. Ça pousse 12 mètres pour un essai. Les Écossais continuent de travailler dans leur camp, mais les Gallois restent toujours dangereux. Et puis honnêtement, moi, je suis endormi. Et tout était bien dans le monde. Endormi sur le canapé, en train de faire un sieste, avec un match de 6 nations à la télé et 2 à venir. C'était parfait, un petit moment. Mais c'est ça l'hallucination antique. C'est ça l'hallucination, c'est de s'endormir avec une petite bière à la main devant son canapé. Ouais, c'est ça. Fait partie aussi. Dehors, qu'il pleuvait. Un petit peu. Allez, retour au match. Voilà. Donc, c'était Écosse a gagné 14-10. Première victoire depuis 18 ans contre les Gallois. Alors juste tu dis que c'était assez étriqué, hein, ça jusqu'à l'heure de jeu où ça s'est décanté. Je trouve moi que la première mi-temps était quand même. Moi j'ai eu de la peine en fait sur cette première mi-temps parce que le fait que les Gallois mènent, donc ils ont mené un essai, l'essai qu'ils ont mis, c'était vraiment l'Écosse a dominé pour moi, pas clairement, mais avait vraiment plutôt pris l'ascendant. Et sur une touche vraiment foirée, sur une cagade de touche, ils se prennent un essai après une bonne série de pick and go des Gallois. Hein. Donc c'était un peu. On pourrait croire que ça s'est décanté à l'heure de jeu, mais pour moi, c'était vraiment l'Écosse qui faisait un super match et qui s'est pris un essai bêtement. Et les Gallois avaient s'en sortaient bien à la mi-temps, jusqu'à cet essai justement dont tu parles. Superbe ballon porté après un bon ballon attrapé par Johnny Gray en touche. Un beau ballon porté qui, pour marquer, les Écossais ont fait l'effort de porter ce ballon vraiment vers entre les poteaux pour faciliter la voie au botteur après. C'était le travail des avants. Surtout pour un score qui se finit à 4 points d'écart, les 2 points de la transformation, c'est toujours important. En tout cas, on est super content pour les Écossais qu'on aime bien quand même. C'est une équipe de rugby qu'on aime bien. Elle a 2-3 joueurs
de qualité dans cette génération, dans cette équipe. Ils avaient fait une belle Coupe du Monde. Et on est content pour eux qu'ils battent les Gallois. C'est un peu un petit exploit pour eux. Je pense que les bookmakers étaient plutôt pro-gallois, malgré leur match un peu raté de la semaine dernière contre nous. Donc, on est très content pour cette équipe d'Écosse qui peut-être célébrait, voulait rendre hommage à la mort du plus grand d'entre eux. C'est vrai. Sean Connery qui est parti ce jour-là, quoi. Donc c'était peut-être un bel au revoir. Et à retenir aussi sur ce match, ça y est, quoi. Il est passé devant Mako, Halloween Jones avec ses 149 sélections pour l'équipe nationale. C'est un monstre, quoi. C'est énorme. Voilà. Enfin, c'est un record. Il va pas être titillé, ce record, avant un petit moment. 149 sélections pour l'équipe de Galles et en comptant celle pour les Lions. Mais bon, monsieur, voilà, dommage qu'il n'ait pas eu une sortie. Devant son public, Enfin bon, c'est encore une fois, on ne va pas en reparler de cette histoire du Covid et de tout ce que ça nous coûte de plaisir. Mais voilà, il aurait pu célébrer cette 149e sélection différemment. Mais en tout cas, on est impressionné par ce monsieur. Allez, si on passait à un autre match qui est un peu plus important pour nous, alors c'était Italie-Angleterre. Bon, ça démarrait avec un hymne national assez chaud pour les Italiens, ils étaient bien dans le truc. Malheureusement pour eux, Curry aussi était bien dans son match. Il fait un contre, il a presque marqué lui tout seul, et on doit attendre exactement 1 minute plus tard où Owen Farrell fait un joli percé, passe à Young. Et essai pour les Anglais. Bonne nouvelle, le mêlée italien tient la route, plus ou moins. Mauvaise nouvelle, c'est que, bon, il y a des en avant aussi contagieux que Covid. Mais surprise, les Bleus marquent avec un joli essai de leur numéro 8. Bonne nouvelle pour nous, 3 des 4 arbitres étaient français. Et ils avaient super raison de sanctionner le numéro 5 anglais pour un plaquage un peu haut. Bah, c'était pas si haut que ça non plus. Donc Italie avec une supériorité numérique. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser. On finit le premier mi-temps 10-5. Ouais, c'est une première mi-temps super engagée, les Italiens, qui sont vraiment pas venus pour faire de la figuration. Les Anglais, de l'autre côté, j'ai trouvé que c'était vraiment un minima, c'est-à-dire vraiment de la conquête du jeu au pied, et puis une défense d'une agressivité énorme, souvent des défenses inversées qui montaient un peu dans tous les sens, et quand même très efficaces. Donc des Italiens qui ont eu du mal à mettre en place du jeu. Mais j'ai adoré l'essai de Paul Edric, qui est un super joueur, le numéro 8, s'appelle Jake. Donc je pense qu'il doit être un peu né je sais pas, au UK ou je ne sais pas où, mais c'est pas tellement un nom italien. En tout cas, c'est un super joueur. Il marque un essai qui se fait quasiment tout seul. Negri, super première mi-temps aussi. Et puis j'aime beaucoup leur ouvreur, très jeune, qui jouait en moins de 20 ans au début du tournoi. 20 ans, il s'appelle Garbizi, et je pense que c'est un joueur d'avenir. Donc peut-être un peu de lumière sur l'avenir, malgré cette mi-temps qui n'aura pas suffi à prendre de l'avance à l'annonce de la deuxième. Oui, on avait un peu d'espoir, nous, en tant que Français, pour l'Italie, mais finalement, les Anglais, ils ont dit non, c'est nous les chefs ici. 50 minutes, penalty touche, maul, essai. 55 minutes, j'ai pensé que les Italiens, ils étaient cuits, mais quand même, ils restent très valeureux. Ils y vont avec tout le cœur pendant 12 minutes, jusque le plat préféré des Anglais, Curry, il marque finalement. Après ça, c'est le tour de Slade. Et franchement, Slade, c'est un bon nom de méchant. Et en plus, il est anglais. Donc, Slade, il marque un essai assez moche. Deuxième poteau sortant, par contre, pour Farrell. Donc, je me dis, tiens, l'univers est en train de dire un truc. Peut-être les Anglais, ils sont quand même un peu nuls. Et là, ils le prouvent en cherchant vraiment aux toutes fins de match. J'ai pas trop compris, mais ils essaient de marquer encore un autre essai à 82 minutes. Mais bon, peut-être c'est normal. Ils avaient l'ambition de creuser l'écart pour nous mettre le plus loin possible. Ce qu'ils ont réussi à faire, parce que c'est vrai que pour nous, on va en parler juste après, mais aller battre les Irlandais de 31 points, ça paraissait un peu mission impossible. Et là-dessus, ils avaient réussi leur pari. Maintenant, je trouve qu'ils ont fait un match, les Anglais, honnêtement, il n'y a que le score qui est beau, quoi. Le reste est nul. Je trouve que le match n'était pas du tout un beau match. Ils ont fait que de jouer en contre et les essais sont pas terribles. Et j'étais content pour les Italiens qui avait fait quand même une belle partie, à mon sens. Ouais, cette Curie était pas mal, quoi. Le petit côté fermé, il est parti. Bon, c'était bien vu. Bon, c'est pas l'essai du siècle, quoi, mais c'est pas dégueulasse non plus. Mais en tout cas, c'était beau à voir. Et en effet, une première mi-temps pleine d'envie, quoi, avec ce petit essai en interception. Ouais. Donc ça, c'était plaisant côté italien. Comme tu dis, il y a des nouveaux joueurs qu'on espère voir évoluer dans le bon sens.
Après, pour la faire très très courte, hein, quand tu les vois sur le terrain, quand même, il y a des moments où tu te dis waouh. Est-ce que les Anglais montaient vite ou est-ce que les Italiens étaient vraiment très lents? Je pense que la question mérite d'être posée. En tout cas, ils étaient à l'arrêt à chaque fois en se faisant des passes, ils se faisaient remonter à chaque fois. Et même si l'engagement est beau à voir, même si les gars, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le tournoi et on n'a pas l'impression que le niveau augmente vraiment. Et c'est quand même un peu triste, hein, je trouve, par moment, de les voir jouer. Ces Italiens, voilà ce que je retiendrai du match personnellement. Bah, dans tous les cas, moi personnellement, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que c'était un peu sympa quand même de voir cette équipe italienne avec un peu d'énergie. Ma seule question à la fin, c'est par combien faut-il gagner pour les Français, quoi. c'est ça. C'est pour ça que beaucoup ont regardé ce match, hein, je pense. C'était pour avoir la. Ouais. Peut-être c'est un record d'audience C'est ça, en ouais. France pour un match Ouais. Angleterre. Allez, si on commençait avec France-Irlande, donc personnellement j'ai trouvé les anthems nationaux, c'était assez horrible à écouter, et je pense que peut-être on devrait embaucher un mec qui sait chanter pour chaque équipe, ça peut être pas mal. Donc c'était la France contre Ulster ou Munster ou l'Irlande comme vous voulez, mais en fait en gros c'était ces deux équipes-là. Ça démarre avec une pression immédiate de notre part. Aldrit, franchement je trouve qu'il a toujours 10 mètres d'élan. Premier plaquage de bleu assez sympa. Aldrit, il a quand même trouvé sa première réception, hein, de ballon. Oui, mais après, bon, ballon perdu, on avant. Irlande tente leur chance avec un pénalité de 60 mètres, qui est raté, mais quand même, il avait de la distance, ce Murray. Joli geste de Ratez, Boutier file le ballon vers Ficou. Ficou, dans toutes les positions, il est à l'aise partout. Il passe à Dupont, 7-0. On est content. Coup de pied de Sexton, Keenan est très dangereux. Boutier tape le ballon dehors par la main, qui est apparemment illégal, je ne savais pas. Donc carton jaune pour lui. Mais 0 point encaissé pour ce moment. À 13 minutes, on a une pénalité contre Winsey. Le choix d'Irlande, c'est à peine un touche. À deux fois, les Verts essaient de marquer, mais les Bleus sont solidaires. Les Irlandais réussissent quand même, essayent en force par Ely, son centième sélection, il marque un essai. Mais les Verts, ils ont l'air plus fatigués que les Bleus. Crow dribble le ballon à pied, il est plaqué son ballon, essai pénalité, plus carton jaune. Les Bleus peuvent nous préparer un joli pas de victoire. Échange de pénalité, on est à 17-13 pour la France, avec 40 minutes encore pour marquer les 27 points qu'il nous faut pour gagner le tournoi. Ouais, c'est une mi-temps, c'est une mi-temps qui est à la fois pleine de petites erreurs, notamment des joueurs qui n'étaient pas trop présents sur le jeu aérien. Boutier qui s'est trouvé une ou deux fois, il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps, mais j'ai trouvé que sur le jeu aérien, on était un petit peu limité. En revanche, une très très grosse solidarité sur des moments clés, notamment dès le début, un gros plaquage en commun là, de Kroos et Olivon qui ont secoué le deuxième ligne comme un prunier. Là. Ensuite, on a notamment sur les pénal-touches, tu disais Thierry, qui est un point fort des Irlandais, on sait qu'ils sont costauds là-dessus. Ils se sont fait renvoyer 10 mètres plus loin sur la pénal-touche et ça, c'était fantastique parce que c'est très très puissant physiquement et mentalement surtout de marquer les adversaires comme ça. Surtout que c'était un moment où honnêtement, les Irlandais n'avaient pas pris les 3 points et on se demandait un peu pourquoi, parce que franchement, c'était un peu prétentieux d'aller prendre la pénal-touche à ce moment-là du match où il fallait essayer de prendre le score. Donc, c'était une double claque. Ça m'avait bien plu. Et puis, on a encore notre petit génie, Dupont, qui se retrouve à la réception du cadrage débordement de Ficou. Là, c'est les joueurs de classe mondiale qui font la différence sur ces petits moments-là. Et c'est les joueurs qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant. C'est fantastique. Concernant Boutier, en effet, sur les ballons aériens, c'était un peu dur. Il a été pas mal critiqué, en tout cas là, de ce que j'entends des potes, des machins ou quoi, sur cette petite claquette. Moi, franchement, je trouve, tu sens bien que c'est un réflexe, le mec, sur le ralenti, tu vois que Oui, il s'en excuse tout de suite d'ailleurs, avant même de voir les conséquences, il dit qu'il est désolé. le temps qu'il redescende, c'est une boulette. Il fait déjà, voilà, c'est une boulette, c'est un truc. Au niveau, il n'est pas invité quand même avec ça. Normalement, c'est vrai, bon, quoi. c'est vrai. Mais je comprends que tu paniques un peu sur un, voilà, quoi. Tu arrives dans ton embut sur un ballon retombé, tu sais que sur les ballons hauts, t'es pas trop dedans. Bon, c'est un geste à la con, mais Boutier, juste, on a eu la chance d'avoir des petites vidéos, des remises de maillots là, et je trouvais ça assez mignon que. Il y a eu sur les maillots de l'équipe de France là, pour ce match, on a inscrit dans la lignée un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, on a inscrit
au dos de leur maillot, en plus de noms de tous les clubs de France, il y avait sur chacun, en dessous de leur numéro, le nom de leur club formateur. Et au moment où Boutier a reçu son maillot, il était assez drôle, quoi, parce qu'il a dit qu'il devait beaucoup à son club formateur, notamment son seul titre à 18 ans. Il a été champion de France réserve à 12. Je trouvais ça assez marrant. C'est l'US Pouillonnaise dans les Landes, le club de Pouillon. C'est ça. Cher à mon copain Maxime de Thomas qui a son fils à l'école de rugby là-bas. Je lui fais un petit coucou s'il nous écoute. Bon, on lui passe un petit coucou. Et juste sur à la fin, tu parles des échanges de pénalités. C'était, mine de rien, il y a eu quand même, je trouve, les mêlées sur ce match étaient assez terrifiantes de stabilité au début. Enfin, tu vois que c'est quand même deux gros packs qui s'affrontaient. C'était vraiment, vraiment beau la tenue des mêlées. Quasiment aucune faute sur mêlée, hein. C'est génial. C'était beau. Non, franchement, c'était un beau match de mêlée. Et justement, cette pénalité qu'on a juste avant la mi-temps, la 37e, c'est grâce à une mêlée qui commence à dominer à ce moment-là. Justement. Donc, c'était aussi un beau travail des Absolument, avec des gros clients en face, hein, Furlong notamment, le pilier. Ça, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment un joueur que je déteste parce qu'il nous fait mal depuis longtemps. Et c'est lui qui s'est pris le cadrage débordement par Ficou. J'ai eu une petite satisfaction. Oui, Ficou, ça m'a bien fait rire sur son petit cut parce que moi, c'était beau à voir, hein, cet essai où il faisait le funambule sur le bord de la ligne. Mais c'est marrant parce que tu as un moment où tu vois que je ne sais pas si c'est une feinte ou s'il hésite réellement à jouer au pied, mais je crois qu'il lève les yeux, il voit un 3 en face de lui. Il dit, je vais la tenter. Ça se tente, ça se tente. Allez, on est au début de deuxième mi-temps. Échange de coups de pied. Boutier qui est dans l'air. Passe à Ntamak vers Ficou. Coup de pied. Dupont récupère. Il lance dans l'air derrière lui. Et c'est Ntamak qui le prend. C'est essai pour nous. On est content. Ensuite, un pénalité pour Ntamak. Il nous manque que 16 points à marquer. À 55 minutes, il y a des renforcements qui arrivent. Tout de suite de la pression, mais un truc de dingue. Robbie Henshaw fait un geste personnel de folie, aidé par les plaquages ratés. Il marque un essai transformé. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on batte les Irlandais quand même. 28-20. 68e minute, remplacement côté Irlande. Sexton sort assez dégoûté. Ntamak, petit coup d'inspiration avec un coup de pied sublime. Il servit Vakatawa pour un essai qu'il a bien mérité. 35-20. On va chercher la première place, mais il y a des trucs qui se passent. Il y a un essai pour Stockdale. Les Bleus, quand même, on gagne 35-27. Bravo, bravo, magnifique. Oui, je pense effectivement que le match était un grand plaisir. Tous ceux qui nous écoutent sans doute l'ont vu. Pour moi, le tournant, c'est effectivement l'essai irlandais dont tu parlais à la 60e, où il y a le 5 plaquages plus ou moins ratés, des faciles et des pas faciles. Et celui-là, bon, là, il scelle la victoire des Anglais dans le tournoi parce que c'est le moment où on sait qu'on ne mettra pas 30 points d'écart. Juste avant, on pouvait encore un tout petit peu rêver si jamais il y avait eu un écroulement. Moi, ce que je note, c'est effectivement la tête de Sexton quand il est sorti, qui était furieux et probablement de la tournure du match et sans doute de sortir. Donc, j'aurais bien aimé avoir l'explication. Je pense qu'il était absolument furax d'être remplacé à ce moment-là du match parce que c'est quand même un match winner, ce mec-là. Et quand il sort, ça veut dire, bon, là, probablement, on ne va pas le gagner. Et en plus, tu n'es plus l'homme de la situation. Et comme c'est une tête de cochon, il déteste ça. Et ça s'est très bien vu. C'est assez marrant de l'avoir souligné. Après, moi, effectivement, on a encore des gestes de grande classe des Français sur ce match. J'ai adoré l'entrée de Dylan Cretin qui a été remarquable, vraiment, notamment dans le jeu aérien sur lequel on n'était pas très serein pendant tout le match. Il a piqué 2 ballons en touche déterminant sur touche irlandaise, pardon, et il a pris plusieurs renvois alors qu'on avait été en difficulté sur quelques renvois. Donc, je pense que ça, c'est aussi un super joueur pour l'avenir parce que très précieux, très adroit en l'air, du genre un petit peu Imanol Arinordoki ou Julien Bonner, qui étaient des joueurs très précieux en l'air. Et puis, le petit par-dessus d'Ntamak qui fait plaisir, quoi. Voilà, ça, c'est vrai que c'est le joueur, là aussi, classe mondiale, on est au rendez-vous. Et Ntamak, s'il nous en fait un par match pendant les 3-5 ans qui viennent, on va être content, quoi. C'est sûr. Ouais, je noterais juste une fois de plus, peut-être que c'est que je prêche pour ma paroisse, mais sur cet essai de Vakatawa là, avec un beau petit jeu au pied de Ntamak, peut-être qu'il avait aussi l'assurance parce que c'était après une mêlée, c'était juste après une mêlée là, et on avait obtenu un avantage dessus. Donc mais la mêlée a été remarquable, hein, de bout en bout. Hein. Avec l'assurance d'une pénalité pour nous, quoi qu'il arrive, grâce à notre mêlée. Absolument. Et en effet, elle a été belle. Moi, je noterais aussi qu'au retour des vestiaires, c'est grâce à une réception de Boutier,
Ouais, donc absolument. qui se rétablit un peu sur ses Absolument, il se ballons. rachète complètement de sa première mi-temps plutôt ratée parce que c'est son premier. C'est absolument. Et derrière, et il dit pas mal de choses, ce petit essai de retour, parce que Boutier se rattrape, Ntamak est partout, évidemment. Mais on note aussi que Dupont, c'est incroyable, il se propose tout le temps. Enfin, on a l'impression que dès qu'il y a un joueur qui est un peu, tout le temps là, qui arrive au bon moment, qui est dans le bon timing, Ouais. c'est toujours lui, quoi. C'est incroyable, il est toujours au soutien, toujours là, tout le temps. Voilà, donc c'était un peu ce que je notais sur cette troisième mi-temps. Évidemment, au sortir de ce match, au sortir de ce tournoi, pour moi, c'est de la régalade. Hein, le dernier essai irlandais, comme on dit, il valait plus grand-chose à partir du moment où on savait que c'était fini pour le titre, Mais on finit quand même ce tournoi. Je sais que tu adores ces classements-là, Théo. On est 4e nation mondiale. Enfin, au-delà du chiffre, au-delà du classement qui vaut pas grand-chose, en effet. Hein, qui vaut pas grand-chose, en effet. On sort de ce tournoi, je trouve, avec une aura retrouvée. Je pense que à l'international, on est remarqué. Je pense qu'on a de la confiance sur l'équipe qu'on a retrouvée. Je pense qu'on a une belle génération. Je pense qu'on a confiance dans nos joueurs. Je pense qu'on vient de la confiance en notre jeu. Et je pense que, comme je dis, on a vraiment une aura retrouvée. Il y a plein de petits signes. C'était la première de Retière aussi. Et quand tu vois les images de la fin où quand ils ont fini leur petit speech dans leur cercle, ils le prennent dans les bras, le charrient un peu comme un petit frère. Tu sens qu'il y a une équipe qui est trouvée. Tu sens que, mine de rien, on a commencé ce tournoi. Pour ma part, en tout cas, si je me souviens bien de nos premiers entretiens à ce propos, j'avais quelques craintes par rapport à une équipe très jeune qu'on alignait, par rapport à l'équipe d'Angleterre qu'on devait affronter en ouverture, qui était quand même vice-championne du monde, qui était quand même forte. C'est un pari gagné de l'équipe qui est aux manettes de ce 15 de France. Galtier, Ibanez, voilà, ticket gagnant là-dessus, puisque effectivement, techniquement, tactiquement, ça tient la route. Et sur l'état d'esprit, ils sont là et ils ont réussi le pari d'aligner une équipe très jeune. Moi, j'irais même plus loin que toi, Charlie. Je pense que aujourd'hui, on gagne pas le tournoi, mais c'est dû à l'évolution des règles aussi, parce que si c'était toujours le goal average particulier, on aurait gagné. Parce qu'on est à égalité de points avec les Anglais, on les a battus. Donc pour moi, quelque part, on a gagné ce tournoi. Je m'en fous complètement que ce soit les Anglais qui aient gagné. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais complètement. D'autant que, si tu veux, on finit quand même, les Français finissent quand même meilleur marqueur. Meilleure attaque. 2 points, 138 points inscrits, 17 points inscrits de plus en attaque que les Anglais, malgré tout. Voilà. Et puis, 17 essais. C'est quand même pas rien non plus sur 5 confrontations. C'est énorme. Dont la moitié pour Olivan. Dont la moitié. Alors, pas la moitié, mais il en marque 4 et il finit meilleur marqueur du tournoi, ce qui est génial aussi. Pour moi, c'est complètement anecdotique qu'on n'ait pas gagné. C'est un petit peu énervant et un petit peu dommage. À la limite, c'est bon pour les finances de la Fédé. Ça fait moins de primes de match pour les joueurs. Mais blague à part, pour moi, ce tournoi, on l'a gagné parce qu'on a battu les Anglais qui l'ont gagné sur le papier. Mais c'était ça. Et c'était les vice-champions du monde. Et attention, rappelez-vous quand même, cette équipe anglaise avait laminé les All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est pas rien. C'est sûr. Et juste, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'a pas gagné le titre, mais je trouve qu'on est gagnant de ce tournoi. Parce que franchement, c'était un super beau tournoi. Le seul match qu'on a perdu, c'était quand même sur un truc plein de panache, quoi. Non, on en a parlé, on va pas refaire le débat mais voilà, quoi, on a perdu un match avec une saute d'humeur typiquement française, avec une belle droite française et un match déjoué, notre fameux Dancy et tout. Le seul regret, parce que Murrayfield, effectivement, bon, ça peut arriver, c'est d'avoir laissé le point de bonus défensif aux Anglais sur le match où on les bat. Parce qu'en fait, on avait le match en main, on s'est laissé un peu rattraper à la fin du match, rappelez-vous, et c'est dommage parce qu'en fait, sinon, on aurait gagné. Oui, mais souviens-toi, Théo, c'est toi qui avais dit, mais on s'en fout à l'époque parce que tu disais, oh, ça c'est ridicule, on les a battus, on s'en fout. Et tu as raison, on les a battus. Voilà, ce qu'on voulait, c'était gagner, c'était vrai sur ce coup-là. Mais à l'arrivée, quand on fait les comptes. Mais c'est vrai que moi, je rejoindrais le Théo de février. Parce que c'est vrai que là, on a fini le tournoi et c'est l'heure de faire les comptes. Et on se dit, c'est quand même dommage ce truc-là. Mais les matchs, c'est les uns après les autres. Si ça se trouve, s'ils n'avaient pas eu ce point-là, les Anglais, ils auraient fait d'autres matchs derrière, ou nous, on s'en fout. En tout cas, comme tu dis, on est gagnant de ce tournoi, clairement, je pense. Ouais.
Donc c'est bien, on se autoproclame gagnant de C'est ça. c'est Le très pack bien. décide que. Ouais, voilà. Nous, on décide que. Moi, personnellement, je trouve que, bah, en fait, dans la presse anglaise, maintenant, il prend cette équipe de France un peu plus au sérieux quand même. Bien Hein. Il sûr. y a beaucoup de respect pour cette équipe. Et je pense que ça, c'est que du bien pour nous. Moi, personnellement, j'ai adoré Marchand, par exemple. Je trouve qu'il a fait un super plaquage contre leur 15. Après, par la suite, il récupère le ballon juste Gros après. match. Audrey, il m'épate. C'est Gros match. Ouais. vraiment impressionnant. Je pense qu'on peut parler un joli mot pour chaque joueur, vraiment. Arthur Vincent a fait aussi un très bon match au centre, hein, associé à Virimi Vakatawa. Il a porté le ballon plusieurs fois. Il a vraiment des cannes. C'est un super joueur aussi, Arthur Vincent. Une chose c'est sûr, c'est qu'on peut dire c'est vraiment une équipe magnifique et donc merci pour cette 6 nations où, comme on l'a dit, nous on est champions. Allez, même si c'est pas exactement le cas, on a bonne nouvelle, on a une autre opportunité de prouver à tout le monde on est quand même très fort au rugby parce qu'on a la Autumn Nations Cup qui démarre en 2 semaines. C'est France-Fidji. Théo, est-ce que tu peux nous donner quelques joueurs fidjiens on devrait connaître? J'espère qu'on verra mon chouchou, hein, Radradra, qui est malheureusement parti à Bristol alors qu'il jouait à Bordeaux. Il illuminait le championnat de France avec sa barbe aussi, parce que moi, je vous rappelle que c'était mon chouchou pour le Rugby Oui. World Cup et il n'avait pas été élu par nos chers écouteurs. Mais voilà, moi, tant que je vois Radradra, je suis content. Parce que ce mec, dès qu'il prend le ballon, comme je dis, il y a le feu à la pelouse et ça, j'adore. Voilà. Pour le reste, peut-être que Léoné Nakarawa, deuxième ligne du numéro 8, qui jouait au Racing, et j'avais fait aussi part de mon désaccord de l'avoir sanctionné après son retard un peu tardif, retour un peu tardif après la Coupe du Monde. Je rappelle qu'il était resté pour aider son père à monter le deuxième étage de la maison. Et on ne doit pas licencier un mec, à mon avis, pour ça. Bon, bref, j'insiste pas. Mais si on voit Radradra et Nakarawa, moi, je suis content. Troisième étage à la limite, mais le deuxième étage, non. On Voilà, s'en fait non. pas pour ça. Charlie, qu'est-ce que tu attends de voir dans ce match? Euh, déjà ce dont je suis curieux, et on le saura, donc quand vous, écouteurs, écouterez cet épisode, nous saurons, mais pour l'instant, nous ne savons pas, à savoir quelle équipe de France va être alignée, parce qu'il y a cette convention LNR-FFR qui stipule que chaque joueur utilisé par l'équipe de France ne doit pas jouer plus de 3 matchs. Donc ça veut dire que pendant ce tournoi, va y avoir des changements. Jusqu'à présent, on avait une équipe quand même assez stable. De toute façon, du Pays de Galles à l'Irlande, on a vu la même équipe, hein, quasi, donc il y avait une grande stabilité. Là, cette stabilité va par la force des choses. Voilà, il va y avoir une grande décision. Donc déjà, ma grande curiosité, c'est quel est le banc de l'équipe de France, avec quoi on part là pour les années à venir avant de recevoir une Coupe du Monde chez nous. Ça va être un peu revue d'effectifs et ça va être très, très intéressant. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que l'équipe un peu type, là, à qui il reste un match à jouer, va peut-être être gardée pour une éventuelle phase finale de cette compétition, parce qu'il y a des sortes de mini-poules et une sorte de phase finale. Enfin, tout va se jouer en 4 matchs. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, je t'avoue, c'est un peu cette sorte de revue d'effectifs qui va avoir lieu, avec des matchs quand même à enjeu, parce que c'est pas vraiment des test-matchs, il y a quand même un trophée à gagner au bout, donc je pense que ça va être très intéressant dans ce sens. Ouais. Moi, je vais être beaucoup plus radical que vous. Hein. Pour moi, c'est un faux trophée. C'est un trophée en rotin, ce truc-là. On le sait très bien. C'est pour occuper. Il n'y a pas de tournée, machin, Covid, tout le truc. En plus, conflit entre la Fédé. Bref, c'est tout pourri. On aura des équipes de France diminuées. Là où je te rejoins, Charlie, c'est que ça va être des revues d'effectifs. Mais personnellement, je n'accorderai pas beaucoup d'importance aux résultats de ces matchs parce que je pense que l'équipe et l'ossature de l'équipe qui doit nous emmener sur le toit du monde en 2023, on la connaît, c'est celle qui a joué ces 2 matchs-là qui viennent de s'écouler. Tout le reste, voilà, c'est de la revue d'effectifs et ça va être sympa de voir du rugby, de voir les Bleus, etc. Mais attention, ça n'a rien à voir avec les vrais matchs à enjeu. Voilà, désolé de vous casser l'enthousiasme. Évidemment, il y a tout ça. Hein. On le sait. Enfin, à la base, les fédérations pensaient quand même pouvoir recevoir du public, et c'était un peu pour contrer les pertes financières liées à la fin de saison dernière. Évidemment que c'est quelque chose d'un peu tronqué. Évidemment que c'est un tournoi qui va avoir lieu une seule et unique fois, et on ne parlera pas dans 50 ans de qui a gagné l'Autumn Cup. Évidemment, il y a tout ça. Mais je pense que c'est quand même des trucs assez intéressants à voir, parce qu'on va… ça va rester des compétitions internationales. Je pense que comment agit le staff jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'ils vont prendre ça, ils vont pas prendre ce tournoi
en dessous ou comme un sous-tournoi. Je pense qu'ils vont le jouer crânement avec les moyens qui leur sont donnés par cette convention. Et pour répondre un peu à toi, Ticket, moi je pense que les Fidjiens n'ont pas à faire peur à nos plaqueurs, à nos moissonneuses-batteuses. Je pense qu'on a ce qu'il faut chez nous en France pour ne pas craindre leur épaisseur. Voilà. Ok, on va le laisser là pour aujourd'hui. Peut-être à un autre moment, vous pouvez m'expliquer pourquoi on n'a pas un Coupe d'Europe de rugby. On a ça en foot, donc pourquoi pas en rugby, mais bon. Parce qu'on a tous les ans le tournoi destination. Ouais, j'ai envie de voir Géorgie et l'Allemagne et Portugal. D'accord, Et ok, tu m'as eu avec l'Allemagne. Ah, c'est une longue discussion que j'ai eue avec mon fils pendant 1 heure, notre petite sortie de balade. Ça pourrait être sympa. Allez les gars, est-ce que vous avez d'autres choses ? Oui, moi j'ai adoré l'initiative de la Fédé de mettre le nom du club formateur dans le dos des joueurs sur les maillots. On voit que c'est plus qu'un symbole. Je pense que ça emmène chacun à l'épuiser dans son histoire de joueur. Pourquoi il est là, comment il est arrivé là, qui l'a accompagné, où est-ce qu'il était enfant quand il a commencé, c'est pas rien. Et puis c'est un superbe clin d'œil qui est fait aux bénévoles de tous les clubs, les éducateurs qui sont là, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour amener des gamins dont certains sont pas doués du tout et d'autres super doués. Et puis quand il y en a un qui est là en équipe de France et que toi tu étais l'éducateur et que tu vois le nom du club où tu étais éducateur quand il a commencé, quand tu l'as eu en U8, en U6, je trouve que c'est vraiment une très belle idée. J'ai fait une petite carte, je la mettrai sur Facebook purement, parce que je me suis amusé à regarder la cartographie. Pour résumer, on a un gros problème au nord-ouest, hein, les gars. Donc, il faut se bouger pour aller chercher des champions au nord-ouest. On a des joueurs un peu partout à part ça. On en a un peu à Paris. Mais alors, la Bretagne, la Normandie, la Vendée, la Gironde, tout le machin, c'est l'horreur. Voilà. On en reparle en 2050 quand on aura fait progresser toutes les écoles de rugby de ces coins-là. J'avais juste un petit truc à dire, moi, pour la vanne, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette dernière journée de tournoi, c'est que j'ai imaginé les Anglais encourager la France pendant un match et j'ai trouvé ça super drôle. Voilà. Et pour les Anglais, j'ai oublié tout à l'heure de dire un truc important. Ils avaient quand même un joueur de légende qui a fêté sa 100e sélection par un doublé, Ben Youngs, numéro 9. Chapeau, monsieur Youngs, parce que ça fait un moment qu'il nous fait mal, mais quel joueur quand même. Donc, chapeau. Donc, merci les gars, et merci aussi à nos chers écouteurs. Donc, on va être de retour d'ici 2 semaines, en espérant en équipe complète avec Alban. Et là, on était sur notre plan B au niveau de 100, hein, mais heureusement, on a eu un plan B, comme ça, on peut sortir cet épisode. Et on va être à nouveau compétitif au niveau de 100 le prochain épisode. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Merci d'être là avec nous et merci d'encourager cette équipe de France. Allez les gars, à très bientôt. Bah oui les gars, merci beaucoup de nous suivre. Merci à Ben75, vous avez remis un petit review, un petit avis sur notre podcast. On est très friands de tout ça. On attend vos retours avec impatience. Ça peut aussi être sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. On vous lit avec impatience. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce podcast et de ce que vous attendez de cet Autumn Cup. Ok, ciao les gars, bye bye. Salut, à plus, ciao. Salut à tous, bye bye.